Débriefing du Grand Prix de Hongrie sur F1 ITV avec Ziv, un Grand Prix comme on en aimerait en connaître souvent, grâce finalement au ciel. Oui, Pierre, et comment hein, on s'est régalé des grands prix comme ça, on en redemande, on a une course formidable, haletante, moi je suis encore époustouflé 24 heures plus tard, et on a eu un magnifique vainqueur, un magnifique podium, parce que les trois sociétaires du podium ont été fantastiques cette fois-ci. Là, ça a été une course effectivement à rebondissement, comme quoi il suffit d'un peu d'arrosage et on pourrait se passer de tous ces artifices ou de toutes ces réflexions sur le spectacle qu'il faut pimenter, etc. Je me marre parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'on a un Grand Prix formidable. Alors, ce que je propose, Ziv, c'est qu'on aborde le sujet. On va évidemment saluer l'exploit de Dan Ricciardo, parce que c'est quand même un beau vainqueur, comme tu dis. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la performance, sur le personnage, sur le destin, et sur aussi forcément le déséquilibre que ça crée soudainement chez Red Bull Racing avec Sébastien Vettel. On va en reparler dans la deuxième partie de notre débriefing, parce que la première, on a décidé de la consacrer évidemment au match intra-Mercedes entre Rosberg et Hamilton, parce que c'est ce qui a fait l'événement de ce Grand Prix finalement, c'est la polémique des consignes, quoi, Ziv. Alors, ton point de vue? Bah oui, bon, tout d'abord, il faut dire que Rosberg était en pôle et Rosberg, normalement, il aurait dû gagner. Il était en pôle parce que Lewis était en feu. Il était en feu, mais en tout cas, il a été chercher cette pole position. On peut pas la lui enlever. Mais sans adversaire. Oui, mais en début de course, il était parti et on n'allait plus le revoir. Donc, Rosberg, c'est normal qu'il a les boules, il doit regretter plein de choses, entre autres le fait que Hamilton ne l'ait pas laissé passer parce qu'il était dans une autre stratégie et que son équipe avait décidé qu'il devait passer. Donc, Hamilton, je me demande comment est-ce que ça peut s'expliquer en interne, le fait de ne pas écouter les consignes d'équipe. Attends, moi ça me paraît d'une simplicité biblique dans le sens où Hamilton, déjà, à Hockenheim, la défaillance des freins le prive d'une course en tête, et donc l'oblige à finalement limiter les dégâts et à assister au triomphe de Rosberg sans gloire, parce que sans véritable combat. Là, premier tour de la Q1, rebelote la voiture en feu. Lewis, la théorie du complot, ça a commencé à gamberger sous le casque. Même si j'y crois pas une seconde, je vous rassure. Parce que chez Mercedes, ils n'ont pas intérêt à faire gagner l'un plutôt que l'autre. Comme disait Dieter Zetsche, ils vendent des voitures dans le monde entier. Mais du coup, il part des stands avec une voiture neuve. Il a failli se mettre au tas, je vous l'accorde aussi, au deuxième virage, parce que la voiture est toute neuve, donc y compris les freins, les disques. Il n'y a pas un tour de formation. Quand vous partez du pit lane, vous n'avez pas droit au tour de chauffe. Donc vous partez avec une auto qui est froide de chez froide et qui n'est pas rodée du tout. Donc il a failli se faire piéger. Là, il a un petit peu de chance sur ce coup-là. Mais par la suite, il fait une course à la Hamilton, c'est-à-dire à la hussarde. Et donc, il se retrouve grâce à la voiture de sécurité, etc. Mais enfin, il avait droit quand même à un petit retour de réussite. Il se retrouve en lice pour la gagne. Et on lui dit, à la radio, laisse passer l'ange blond parce qu'il est pressé, il n'a pas que ça à faire. Il a une stratégie avec un arrêt de plus. Attendez, voilà, je comprends qu'il n'est pas accepté, d'autant plus qu'il a de son propre chef d'ailleurs dit que Rosberg se rapproche et qu'il vienne dans le DRS, et alors là je le laisserai passer. Oui, bon, moi je suis pas du tout d'accord, Pierre, ça t'étonnera pas. C'est-à-dire que on est dans un business corporate, on représente Mercedes, on représente une multinationale. Quand le patron dit il faut s'effacer, il faut s'effacer. Le pilote est un employé comme un autre. Ron Dennis l'avait dit en son temps. Maintenant, c'est également le cas. À tort ou à raison, si le pit wall dit il faut s'effacer, il faut s'effacer. Il n'y a pas, normalement, si ça n'avait pas été Hamilton, et c'est une star mondiale, un employé qui n'écoute pas son patron, il se fait licencier sur le coup directement. Donc là, il avait toutes les raisons de dire, et alors ça peut se discuter évidemment, mais on lui intente un ordre. Et l'ordre, il doit obtempérer. Moi, je trouve que... Ouais, sauf qu'on est en F1 et qu'on est avec une rockstar, quoi. Parce que Hamilton, c'est pas un employé comme les autres, c'est pas un bon petit soldat. Hamilton, c'est une méga star. Et des types comme ça, qui ont cette personnalité-là, pour arriver à ce niveau-là, pour s'exprimer comme ça, eh bien, ils marchent pas droit dans les clous sous prétexte que on leur donne un ordre à la radio. Et tu dis,
Hein, le patron s'exprime, il doit obtempérer. Le patron, moi j'ai pas entendu. Vous avez entendu le patron, vous? Moi j'ai pas entendu le patron. Hein. J'ai entendu le pauvre ingénieur qui n'en pense pas moins, un peu façon Ross Medley avec Massa il y a quelques années, en disant auriez-vous l'extrême obligeance de laisser passer monsieur parce qu'il faudrait. Hein. Non. S'il y avait eu un vrai patron sur le pitwall, hein, sur la passerelle de commandement, je pense que le discours aurait pu être différent. Ici, quand Hamilton a dit mais pourquoi je te le laissais passer et by the way qui se rapproche, etc. Le silence radio sur le pitwall, vous avez remarqué. Hein, Oui, mais d'un autre côté, l'ordre est venu de son ingénieur piste, qui probablement a eu l'ordre de Padillo, parce que sinon c'est pas possible. Donc le stand a tous les éléments, le pilote doit obtempérer, et puis il faut pas oublier que Hamilton, lui, il a bouchonné Rosberg. Rosberg a perdu une dizaine de secondes. S'il était passé devant Hamilton, il y a fort à parier qu'il aurait gagné la course. Donc Mercedes perd une victoire à cause du fait que de la rébellion de Hamilton. Rosberg aurait pu gagner cette course, aurait pu prendre son envol en championnat. Évidemment, ça n'arrange pas beaucoup les gens qui veulent du spectacle jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, ça n'arrange pas Hamilton surtout. Mais d'un autre côté, apparemment, les Toto Wolff ou Padillo avaient décidé que Rosberg devait jouer sa chance. Et maintenant, il échoue à la 4e place. Il a des raisons de râler, hein, c'est clair. Oui, enfin, sauf que moi je constate que le patron, hein, mais qui est le patron, ça c'est une autre histoire. Le patron, en l'occurrence le président de Mercedes Grand Prix, hein, l'homme à la casquette rouge, vous voyez ce que je veux dire, Niki, première chose qu'il dit, Hamilton a bien raison, il fallait pas écouter la radio. Alors, je me demande qui est le patron. Et voilà, je trouve qu'il y a quand même une certaine cacophonie chez Mercedes. Alors, qui se soit tiré une balle dans le pied parce ils sont passés à côté d'une victoire probable ou possible. Parce que quand tu dis Hamilton a bouchonné Rosberg, ça j'ai pas vu, on n'a pas vu la même course. Hein. Alors que on constate que Hamilton, on lui avait mis les pneus médiums, qui n'avançaient pas, hein, comme chacun sait, sur le Hungaroring. Il y avait une seconde d'écart au moins autour entre les pneus, voilà, et il est allé au bout, et voilà, ils étaient en stratégie décalée, tant mieux, hein. Merci Pirelli, et vive le Hungaroring, parce qu'on a quand même eu une belle course. Mais pour revenir à la cacophonie Mercedes, moi, je constate que, et je m'en réjouis, qu'il y a quand même une certaine discordance en interne, et que finalement, tu parles de corporate, finalement, même Toto Wolff, je trouve qu'il a une attitude assez chevaleresque de dire, place au sport, on va discuter de ça en interne, on se calme, on se détend, finalement, ce qui compte, c'est l'intérêt du spectacle, du sport, les spectateurs se sont régalés, on a une belle course, ok, on a perdu, mais voilà, je trouve ça assez rassurant qu'un type comme Toto Wolff adopte cette attitude-là, et même Niki Lauda qui dit à la place d'Hamilton, je comprends très bien son point de vue, donc on ne l'accable pas. Eh ben non. Moi, je trouve justement que c'est aberrant que Niki Lauda, qui n'était pas sur le pitwall, qui est effectivement une des têtes, de Mercedes. Il a un chèque à prendre chez RTL, oui. Il n'a pas que ça à faire. Hein, c'est ça. Donc lui, première chose qu'il fait, il contredit sa propre équipe. Au lieu de régler ça en interne, non, il donne raison à Hamilton de ne pas avoir écouté les ordres, alors que il est clair, et la télémétrie l'a montré, que Rosberg a perdu une seconde au tour pendant 10 tours, et que je suis pas d'accord avec ça. Et donc, et que il n'a normalement, ça se règle en interne. Lauda n'a pas à donner raison comme ça à Hamilton de ne pas avoir écouté sa propre équipe. Enfin, c'est aberrant. Lauda est président non exécutif, je rappelle. Donc lui, il est à la télé, à RTL, il doit un petit peu faire du spectacle aussi. J'en rajouterais que si Ross Brown avait été là, on aurait entendu un autre son de cloche, parce que un ordre de Ross Brown, ça aurait été écouté. Par contre, Padillo, il doit encore prendre ses marques. Enfin, je sais pas l'ingénieur qui a pris sa décision, mais avec Ross Brown... Non, mais c'est pas dit le patron sur le pitwall. Oui. Mais bon, il est entre Toto Wolff et Niki Lauda, donc c'est sûr que c'est pas pareil. Ross Brown, je t'accorde que c'eût été une autre histoire. Souvenez-vous de la Malaisie l'année dernière, quand Ross Brown dit bon, les positions sont figées, personne ne bouge une oreille, Rosberg était une seconde au tour plus vite qu'Hamilton, parce que là, il était vraiment une seconde au tour plus vite qu'Hamilton, eh bien, il bouge pas une oreille, il reste derrière et il dit merci. Bon, on parle de la 3e place à ce moment-là. Ici, tu me diras, c'est aussi la 3e place qui était en jeu, mais c'est vrai que Rosberg aurait peut-être pu jouer la victoire en bénéficiant d'une vraie consigne d'équipe, mais moi je trouve que pour la beauté du sport et la qualité du spectacle, heureusement qu'on n'a pas une mentalité corporate qui gère et qui fige et qui contrôle ce qui est jamais qu'une course automobile, une compétition. Ross Brown, c'est l'école Jean Todt, on sait ce que ça a donné dans le passé, ça a donné des saisons entières d'une domination telle
qu'on s'endormait profondément pendant le Grand Prix et qu'il y avait fuite des spectateurs, ce qui est en partie vrai aujourd'hui, mais c'est absolument pas comparable et c'est pas pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai que Toto Wolff et Niki Lauda ont beaucoup de mérite de les laisser se battre. Mais là, tu te trompes. Il y a eu consigne d'équipe, il y a eu corporate, comme on dit, on n'aime pas ça. Mais en tout cas, il y a eu ordre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Hamilton n'a pas écouté. Et en Malaisie, comme tu dis, Rosberg avait été assez intelligent. Et lui, il avait été très corporate. Il avait joué le jeu d'équipe. Il s'était dit, OK, à long terme, j'ai intérêt à avoir l'équipe avec moi. Il n'avait pas passé, Oui, à l'époque, il n'avait pas passé Hamilton. Mais il avait quand même dit, vous me devez quelque chose. En rentrant par fermé, vous m'en devez une. Là, on lui a pas rendu, en l'occurrence. Mais enfin, Nico, il a quand même pour l'instant un peu le vent dans le dos, un peu la baraka. Hamilton, c'est quand même pas le plus verni, le plus gâté par la fiabilité, etc., etc. La tension est très palpable chez Mercedes et c'est ce qui fait la beauté de ce championnat. Parce que Rosberg a l'avantage alors que en vitesse intrinsèque pure, Hamilton est peut-être un poil plus vite. C'est comparable peut-être un peu avec l'époque Prost-Senna, oui, sachant que voilà, finalement en course, Rosberg il gère peut-être mieux l'ensemble de la situation que Hamilton. Hamilton a ce panache, a ce petit éclair de génie qui attire l'attention et l'affection des spectateurs aussi. Ce qu'on peut-être pas dire de la même manière pour Nico Rosberg. Enfin bref, on a un beau scénario. On a un beau championnat. Pourquoi aller tailler ça à la manière Ross Brown ou Jean Todt pour Ferrari, où il fallait surtout pas qu'il y ait bagarre en interne dans une équipe qui domine. S'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de championnat et c'est fini, les gens s'en vont. Ce qui compte finalement, c'est qu'on a un championnat qui est plié pour Mercedes. Ils sont champions. C'est acquis. Ils ont le double des points du deuxième. Enfin bon, ok. Il reste les deux pilotes. Entre les deux pilotes, laissez-les se battre. Et donc, on rate peut-être une victoire en Hongrie, mais mettez-vous à la place d'Hamilton. Il ne va pas se mettre en difficulté, perdre des points volontairement pour permettre à Rosberg de gagner, alors qu'il est en lutte pour le championnat du monde, pour le titre, avec son équipier, qui est son principal adversaire. Tu ne peux pas demander ça à un pilote de ce gabarit. En tout cas, moi j'étais très surpris du flou au niveau décision. Il y a un flou, on ne sait pas qui est le patron, on ne sait pas qui on écoute. Est-ce qu'on écoute Toto Wolff? Est-ce qu'on écoute Niki Lauda? Est-ce qu'on écoute les pilotes? Parce qu'apparemment, Hamilton, ils tiennent absolument à le re-signer, donc on va le caresser dans le sens du poil, on va pas trop l'embêter. Il culpabilise un peu, parce que les problèmes de fiabilité récents, c'est quand même... aussi. C'est quand même toujours Hamilton. Donc il y a un flou énorme. Théorie du complot, là, voilà. Donc on n'a pas voulu accabler Hamilton, ce que je peux comprendre, humainement, ça me paraît compréhensible. Et Hamilton, il a ce caractère un peu soupolé, que Rosberg n'a pas, parce que Rosberg, il a, comme tu dis, cette intelligence, ce comportement, cette attitude professionnelle à l'extrême, etc. Mais peut-être un peu trop dans le moule. Alors que Lewis, samedi, après la qualif, il est foudrage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture, il rentre à l'hôtel. Débriefing, il n'y a rien à débriefer puisqu'il a fait 0 tour. Ah bah oui. Tandis que Rosberg, on l'interview à la fin de la course, à chaud, et on lui dit alors quel est ton sentiment? Il dit écoutez, j'ai rien à dire parce que sinon je vais m'énerver, je vais dire des conneries, donc laissez-moi un peu, je suis encore dans mon dernier tour et je regrette de ne pas avoir accroché le podium. Alors, je reconnais que dans le dernier tour... c'est intelligent de sa part. Je reconnais que dans le dernier tour, on a eu quand même une passe d'armes où Hamilton envoie Rosberg hors piste. Mais bon, on est au dernier tour, les types ils jouent le championnat. Hamilton, ça fait quand même 2 ou 3 courses qu'il est dans le rôle du chasseur, comme on disait la dernière fois. C'est le dernier tour, alors c'est limite, parce qu'il l'envoie vraiment hors piste. C'est limite, mais voilà, c'est resté dans les clous. Les commissaires n'ont rien dit d'ailleurs. Ça doit se régler en interne chez Mercedes. On se réjouit de voir ce que ça va donner. En tout cas, grâce à ce comportement, peut-être pas toujours très clair ou très compréhensible, on va avoir un vrai championnat et une bagarre jusqu'au bout, et on s'en réjouit. Et comment ?